Super, et bon matin à tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui en cette matinée. Je me présente rapidement. Moi, c'est Solène Guillaumet. Je suis conseillère en virage numérique donc chez Québec Numérique. Pour vous faire un petit résumé de ce qu'est Québec Numérique. Québec Numérique regroupe des individus qui souhaitent faire grandir et rayonner le numérique par l'organisation d'événements notamment, par la mise en place aussi d'un campus de formation en informatique et puis par la partie accompagnement en virage numérique, notamment par le biais du programme 100 numérique, que nous on représente. 100 numérique, c'est une initiative de la Ville de Québec. C'est gratuit pour les commerçants, de l'agglomération de Québec qui reçoivent leur clientèle dans leurs locaux commerciaux. C'est un programme qui permet d'avoir accès à une banque d'heures avec, un expert conseil, Mm. dont moi et mes collègues faisons partie. Et voilà, le but, c'est de vous permettre de vous soutenir dans un projet, numérique que vous avez. Et dans ce cadre de ce programme, on organise aussi des webinaires dans le but d'être ouvert à tous, accessible au plus grand nombre, pour vous permettre d'acquérir des nouvelles connaissances sur certains éléments qui vous permettront de prendre le virage numérique. Donc, petit détail avant de commencer, petit détail technique. Comme on est en mode webinaire, les caméras et les micros sont fermés. Donc, si vous avez des questions, des réactions pendant la présentation ou après, n'hésitez pas via le chat directement, on pourra y répondre. Voilà, sans plus tarder, je vais te présenter André. André Beauchampitre, c'est le fondateur et associé chez Decimo, qui était anciennement ABP Conseil Service, pour ceux peut-être qui sont plus familiers avec cet ancien nom. Decimo, c'est un cabinet comptable de Québec qui célèbre plus de 10 années de succès maintenant. Leur mission, c'est de prendre le meilleur entre l'humain et la technologie au service d'une meilleure comptabilité finalement. Au fil des ans, André, tu as guidé ton entreprise vers une croissance et puis tu as aussi accompagné de nombreux clients. Voilà, je crois que tu aimes particulièrement partager tes expériences et puis c'est ce que tu vas faire ce matin avec nous. Donc un grand merci pour ça. Merci beaucoup d'être là aux participants et puis à toi André. Et puis sur ce, je te laisse la parole. Parfait, numéro un. Ben, merci beaucoup pour l'accueil, Solène. Bonjour tout le monde. C'est ça, j'ai eu une belle introduction, là. Effectivement, dans le fond, de formation, je suis comptable, mais aujourd'hui, je me spécialise beaucoup au niveau des processus d'affaires liés à la comptabilité, mais liés à l'ensemble des différents volets des entreprises. Aujourd'hui, évidemment, le sujet de la présentation, c'est vraiment axé sur la comptabilité. Donc, je vais commencer à partager mon écran pour que vous puissiez voir. Donnez-moi juste un instant. Yes. Est-ce que Solène... Oui, Oups. on Est-ce que voit tu peux bien. me confirmer que ça fonctionne? Ça fonctionne bien. Parfait, numéro un. Donc, accélérer vos affaires avec une comptabilité efficace. Euh, Petit retour en arrière depuis le jour 1, là, ça fait aujourd'hui, depuis tout récemment, ça fait 11 ans que je suis en affaires. Puis en fait, ça a toujours été l'optique d'accompagner des clients dans leur propre croissance. Ok? Vous allez voir là, au niveau des conseils, des pièges à éviter que je vais vous donner, c'est vraiment axé sur des réalités d'entrepreneurs, des cas vécus, des choses que je vois couramment. Euh, et ce que je veux, c'est mettre de l'avant, en fait, les expériences de chacun, parce que en collaborant ensemble, puis en s'accompagnant mutuellement, on est capable de prendre les meilleures décisions, puis d'éviter là, finalement des situations qui peuvent être problématiques. Je vous invite au cours de la rencontre à ne pas hésiter à marquer des questions dans le chat. Ça va me faire plaisir d'y répondre et de discuter avec vous. Yes. Donc, pourquoi? Première question. Pourquoi on fait de la comptabilité? En fait, la réalité, je vous pose la question. Je ne sais pas s'il y a des gens dans l'audience, sinon Solène peut-être. Pourquoi on fait de la comptabilité? Pour notamment
savoir où est-ce qu'on en est avant le bilan de la fin d'année au niveau Mhm. des chiffres. Oui, effectivement, effectivement. Fait que, un des points majeurs, c'est de savoir où est-ce qu'on en est actuellement. Et est-ce que je fais une bonne année? Est-ce que je pensais faire mieux que ce que je fais notamment actuellement? C'est quoi mes enjeux que je n'avais pas anticipés? Effectivement, la tenue livre puis la comptabilité nous permettent de répondre à ces choses-là. OK? L'autre chose aussi, c'est que ça nous permet d'aider non seulement à regarder en arrière, mais à prendre des décisions. Donc, une comptabilité qui va être efficace va nous permettre de mieux répondre finalement à ces questions-là. Euh, donc, aujourd'hui, je vais vous présenter des éléments qui vont pouvoir qui vont vous permettre d'augmenter votre compréhension de qu'est-ce que c'est la comptabilité, c'est quoi les pièges, les choses à éviter, puis qu'est-ce qui est le plus efficace à mettre en place pour votre entreprise. OK? Euh, ce que ce n'est pas. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de comptabilité comme, par exemple, qu'est-ce qu'une charte de compte. Je ne vous parlerai pas de comptabilité comme c'est un cours en accéléré. La plupart des gens qui font des cours en comptabilité, on parle de 600, 800 heures de cours pour être capable d'aller chercher un diplôme. Ça serait bien prétentieux de ma part d'arriver en disant 45 minutes, vous allez être capable de faire votre propre comptabilité. Ce que je veux vous inculquer, c'est des principes et de la logique dans votre prise de décision pour que vous puissiez soit prendre les bonnes décisions pour votre entreprise ou que vous trouviez les bons fournisseurs avec qui travailler, les bons partenaires avec qui travailler. Puis valider aussi si vous pensez que vous êtes avec la bonne personne pour vous accompagner. Donc, pourquoi on fait de la comptabilité? Pour le passé. On veut avoir un regard vers l'arrière pour dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois, dans les dernières semaines, dans les dernières années? Comment ça se compare? Est-ce que j'ai amélioré ma performance? Est-ce que ma performance s'est dégradée? Aussi, dans le fond, c'est pour qui on fait de la comptabilité, pour qui on regarde le passé. Première personne qui se pose la question par rapport à notre passé au niveau comptable, c'est le gouvernement. Pourquoi le gouvernement? Parce qu'en fait, en fin d'année, en fin de mois ou en fin de trimestre, on doit faire notre rapport de TPS-TVQ, c'est de l'argent qu'on doit remettre au gouvernement. Donc, les autres sont bien intéressés à savoir comment on a performé. Puis, non seulement il faut remettre le rapport de taxes, mais ils peuvent nous auditer et venir voir la comptabilité qu'on a faite. OK? Donc, évidemment, le gouvernement est un gros acteur là, au niveau de la conformité, au niveau de la comptabilité, notamment de la fiscalité. Ensuite, les actionnaires, pour voir si, par exemple, quelqu'un qui est actionnaire à plus petite partie dans une compagnie va être capable d'avoir un portrait global des finances de la compagnie sans avoir à mettre les pieds sur le plancher. Puis ça permet aussi, par exemple, si moi je suis responsable des opérations, j'ai quelqu'un qui est responsable du marketing, que ces deux personnes-là soient capables de bien comprendre ce qui s'est passé dans les deux départements, dans l'autre département. Banquier, banquier pour voir si, par exemple, si vous avez déjà des financements ou vous avez même des financements à venir, est-ce que ça va toujours bien? Est-ce que vous allez être capable de rencontrer vos obligations? OK? Donc, le banquier va prendre ces informations-là, en a besoin. Puis ensuite, tous les organismes subventionnaires peuvent avoir besoin de ces informations-là. Par exemple, si vous demandez des programmes justement qui sont avec la Ville de Québec ou même d'autres sortes de programmes, dans le temps, il y avait les subventions salariales là, pendant la COVID. Il fallait être capable de remettre ces informations-là au gouvernement pour être capable de faire des demandes de subventions. Donc, tous ces agents-là sont des gens qui vont qui vont avoir besoin d'informations qui sont liées à votre passé. Pour ce qui est du futur, c'est qui? Bon, preneurs des décisions, les gestionnaires. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, ce qu'on veut être capable de dire, c'est parfait, voici notre situation actuellement, comment on prend des bonnes décisions pour être capable d'aller dans la bonne direction. Donc, à partir des données financières passées, on va essayer de bâtir des modèles pour être capable de voir un peu plus loin dans le futur. L'autre chose aussi, c'est les actionnaires pour voir est-ce que la compagnie a encore des projets, est-ce que ça va toujours bien ou est-ce qu'on est en train de ralentir, est-ce qu'on va avoir des problématiques, par exemple en cash flow ou quoi que ce soit. L'autre chose, c'est les banquiers. Parfois, les banquiers vont demander d'avoir des états financiers prévisionnels pour des projets à venir. Souvent, ils vont se baser beaucoup sur le passé pour être capable de voir si on est capable d'assumer les prêts qu'on va faire, mais par contre, ils veulent voir si le modèle financier se tient par la suite. Donc, on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi les pièges et les bonnes pratiques liées à la comptabilité? OK? Euh, les pièges les plus. Je suis allé vraiment au plus simple parce que je trouvais que c'était. Je voulais pas vous bombarder d'informations puis qu'on sorte complètement du cadre, là, puis je voulais être le plus simple possible. Donc, pièges et bonnes pratiques.
Les deux pièges les plus courants, les plus problématiques, c'est la liquidité ou le cash flow, là, bien nommé en français. On entend souvent parler de cette problématique-là. On va en parler plus en profondeur. La question de temps. Ok? Je ne vais pas me voler de punch, on y reviendra plus tard. Au niveau des bonnes pratiques, le choix des logiciels puis la planification. On va se lancer sur les différents sujets nommés ici. Donc, les pièges, comme je disais, temps et cash flow ouais. Donc, au niveau du temps, ok? Quand on se lance en entreprise, quand on démarre une entreprise au début, on a du temps parce qu'on n'a pas encore nécessairement beaucoup de clients, parce qu'on est en rodage sur beaucoup de choses. Fait qu'on se met les mains un peu partout, on s'occupe de notre informatique, on s'occupe de notre marketing, on s'occupe de nos ventes, on s'occupe de l'ensemble des volets comme entrepreneur. On a un million de chapeaux. Et un de ces chapeaux-là, c'est la comptabilité. Ok? On a du temps, donc on est capable de prendre le temps de réfléchir à c'est quoi les bonnes manières de faire, c'est quoi. Par contre, au fil du temps, les gens, heureusement, développent des liens avec des clients, sont capables de développer des nouvelles relations, puis de plus en plus vont réduire leur temps qui est disponible à d'autres tâches connexes, comme la comptabilité, comme le marketing. Donc, il va se mettre à être plus exécutant dans une certaine mesure au niveau de son entreprise. Bon, là, on peut tomber dans la question de quand est-ce qu'on devrait embaucher, puis est-ce qu'on devrait embaucher rapidement si on veut vraiment bâtir un modèle d'affaires? La réponse à ça, c'est oui. Mais je ne veux pas aller plus en profondeur là-dedans. Mais c'est sûr qu'au fil du temps, quand l'entreprise croît, on manque de temps. Puis en fait, la problématique pour certains entrepreneurs, c'est que après ça, ils ne délèguent pas assez rapidement ces éléments-là. Donc, on se retrouve dans une situation où on est en retard. Euh, on voulait le faire cette semaine, mais on n'a pas eu le temps. Fait qu'on le fait le dimanche matin. Mais en fait, le dimanche matin, finalement, j'ai une vie de famille, j'ai une vie de. Et je décide de ne pas le faire. Puis là, finalement, je me disais, bon, je vais le faire mensuellement, ma comptabilité. Là, je me dis, je vais le faire trimestriellement. Puis là, je me dis, je vais le faire en fin d'année. Puis là, mon rapport d'impôt, il faut que je le dépose dans 2 semaines. Et donc là, ça devient hyper problématique d'aller chercher l'information qu'on n'a pas eu le temps de cumuler au fil du temps. Puis c'est toujours beaucoup plus facile d'aller retrouver de l'information quand ça s'est passé il y a un mois que s'il y a 13, 14, 15 mois, à dire c'était pourquoi déjà cette dépense-là? Est-ce que je l'ai reçu par courriel ou est-ce que je l'ai reçu papier physique? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a vraiment une notion de dire, quand on démarre son entreprise, c'est possible de faire sa propre comptabilité. Par contre, il y a un risque parce qu'en fait, on n'a pas nécessairement les connaissances pour le faire. Puis l'autre chose, c'est que c'est très chronophage. Ok? Ça prend beaucoup de temps. Puis, je vous donne un exemple que j'ai eu avec un client que lui était c'est un ingénieur. Ok? Puis, en fait, il me dit, sais-tu quoi, André? Je pense que je vais reprendre ma comptabilité parce que j'avais l'impression de mieux connaître mes chiffres quand je le faisais moi-même. Puis, en fait, ce que je voyais aussi, c'est qu'il y avait vraiment un enjeu de coût. La personne voulait être capable de réduire ses coûts. Je dis, parfait, numéro un. Ben, regarde, on va faire l'exercice ensemble. On te charge combien pour la tenue de livre? On te charge 70$ de l'heure pour la tenue de livre. Fait que oui, puis il dit, c'était moins cher avant, puis je sais que c'est bon. Puis il dit, OK, parfait. Je dis, OK, parfait, numéro un. Comment tu évalues ton efficacité en tenue de ligne? Ben, il dit, je dirais 50%. Parce qu'en fait, j'ai pas la note de passage, je connais pas, puis j'ai beaucoup de temps à taponner. Parfait. Numéro un. Ton taux horaire, c'est quoi quand tu factures des clients? Ben, il dit, normalement, je suis capable de facturer à 150$ de l'heure. Puis ça, c'est juste du temps horaire parce que dans certains cas, ça lui permettait d'aller chercher un client qui valait, je sais pas, moi, 50, 60 000, 100 000, que son équipe était capable de travailler dessus. Donc là, son taux horaire est encore plus élevé que ça, indirectement. Là, je dis, OK, fait que là, tu vas sacrifier du temps parce que ça prend 10 heures à peu près faire la comptabilité. Tu vas sacrifier 20 heures parce que tu es moins efficace. Un taux de 150$ de l'heure, à faire de quoi que tu aimes faire, mais à la place, ce que tu vas faire, c'est que tu vas économiser un coût pour ta comptabilité pour être capable de faire de quoi que tu détestes et dans lequel tu n'es pas nécessairement très bon. Fait que c'est une réalité, il faut être capable. Puis en fait, ce qu'on a fait avec ce client-là, c'est qu'au final, on lui a simplement donné plus de coaching pour être capable d'interpréter ses chiffres. Pas nécessairement pour faire sa comptabilité, mais pour être capable de mieux comprendre sa comptabilité. OK? Donc, ça, c'est l'enjeu du temps. Notre temps est limité. Quand on démarre notre entreprise, dans certains cas, on a du temps en masse, mais dans d'autres cas, ben, rapidement, on peut manquer de temps. Deuxième point, plus élaboré un peu, c'est la question des cash flows. Okay? Des problématiques de cash flow, toutes les entreprises font face à des problématiques de cash flow à un moment donné dans leur cycle de vie. Okay?
il y a des problèmes qui sont plus le fun que d'autres, il y en a qui sont plus négatifs que d'autres. Quand on a un problème de rentabilité, quand on a un problème d'incompréhension du système comptable puis fiscal, c'est beaucoup plus négatif. Quand on est dans un problème de croissance, ben en fait, c'est un heureux problème. On va y venir. Problème de rentabilité. C'est surprenant le nombre de clients qu'on a qui, au final, en fait, ont un produit que plus ils vendent, moins ils font d'argent. Ok? J'ai eu une discussion récemment avec quelqu'un qui travaillait dans le milieu des ménages pour Airbnb. Puis en fait, il me disait, je ne peux pas charger au-delà de X parce que si je facture au-dessus de ça, je ne suis pas dans le marché, c'est problématique, je ne suis pas capable de le faire et mes clients vont me dire non, je ne veux plus travailler avec toi. Je dis, OK, parfait. Numéro un. T'as la référence au marché pour le prix, effectivement, c'est super important. Par avec qui tu compétitionnes? C'est des gens, dans ce milieu-là, il y en a qui font des ménages, c'est complètement au noir. Ils ne déclarent pas leur revenu, ils ne déclarent pas les TPS TVQ non plus là-dessus. Sauf que souvent, c'est des micro-entreprises. C'est des gens qui sont seuls, qui vont faire des ménages. Il n'y a pas nécessairement une fiabilité. Si par exemple, quelqu'un dit ben, moi je suis malade ou moi je suis malade ou je ne peux pas être là ou ben, je te laisse tomber, je me suis fait embaucher ailleurs. Ben, il n'y a pas de fiabilité. OK? Et donc, cette fiabilité-là pour ce client-là, ça valait de quoi pour ce client? Puis au final, on est arrivé avec une proposition où est-ce qu'on a pratiquement doublé ses prix. OK? Puis évidemment, il a perdu des clients, mais au moins il était rentable. Parce qu'en fait, il y a une année où est-ce qu'il a doublé son chiffre d'affaires, puis en fait, il a réduit son bénéfice. Parce qu'à chaque fois qu'il vendait, il brûlait plus de salaire, il brûlait plus d'équipement, de loyer, de déplacement que ça générait en termes de nouveaux revenus. Fait que l'établissement du prix pour être capable de générer des cash flows positifs, c'est hyper important. Je vous dirais là actuellement, surtout dans le contexte actuel, où est-ce qu'il y a eu l'inflation des salaires, l'inflation au niveau des loyers, l'inflation un peu partout, de déterminer le bon prix, c'est critique pour l'ensemble des entreprises. OK? Donc, un des pièges, c'est les cash flows. Un des volets, c'est la rentabilité. Donc, prenez le temps de déterminer c'est quoi votre rentabilité. Puis l'autre chose aussi que je veux vous dire, si vous vendez, peu importe ce que vous vendez, si vous le vendez 100 OK? Puis vous le vendez à 100 pendant un an, mais vous vous rendez compte qu'en fait, pour être capable de faire la croissance que vous voudriez avoir, il faut que vous vendiez 200 OK? Tous vos anciens clients vont vous dire, ben, l'année passée, il y a un mois, tu me vendais ça pour 100 mais là, aujourd'hui, tu me demandes 200 Il va falloir que j'y pense, je vais retourner au marché, je ne sais pas, je vais y penser. Mais tous vos clients, tous les nouveaux clients qui vont arriver, qui ne savent pas c'était quoi votre prix avant, puis qui vont dire c'est 200 la plupart du temps, vont accepter votre prix, vont vouloir faire affaire avec vous. Donc, c'est beaucoup plus facile de déterminer son prix correctement, un prix qui est plus élevé, qui est un peu plus agressif en amont, plutôt que de le changer en cours de route. OK? Donc, puis si vous vous trompez au début, ben c'est correct, mais changez-le le plus rapidement possible. Il faut augmenter vos prix pour être capable de dégager une marge de manœuvre qui va être suffisante pour être capable d'opérer votre entreprise. C'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Non, c'est bon. Parfait. Si c'est une problématique de liquidité, mais qui est liée à la croissance, OK? C'est un beau problème. Tout le monde va dire ah, c'est le fun, ta business va bien, ça veut dire que tu vends, qu'il y a du développement, t'embauches, parfait, numéro un. La problématique, c'est que ça reste une problématique hyper importante. Parce qu'il y a des entreprises qui, à un moment, ont une croissance qui est trop forte pour les cash flows qu'ils ont entre les mains. Et ça devient problématique. Ils ne sont pas capables d'honorer leurs engagements, que ce soit des salaires, des paiements de fournisseurs, ce genre de choses-là. OK. On se tourne vers la banque. La plupart des banques vont dire parfait, numéro un, c'est super intéressant, c'est cool que tu aies une augmentation de 200-300% par année, c'est super. Quand tu auras déposé tes bilans de ta prochaine année, on pourra regarder pour te donner du financement. La problématique, c'est que le financement, vous en avez besoin maintenant. OK? Euh, si c'est votre situation, je vous recommande de vous tourner vers des banques un peu plus, on va dire, il y a le secteur bancaire traditionnel là, qui vont, mettons, Desjardins, Banque nationale, Scotia, peu importe, BMO. Mais il y a aussi des banques alternatives, comme par exemple la Banque de développement du Canada, BDC. Super intéressant. Sinon aussi, Evol est
un financier intéressant à participer avec. Finance principalement, en fait, euh, tout ce qui est issu de la diversité. Donc, dans le fond, il va financer, si par exemple un des actionnaires principaux est une femme, si tu es issu de la communauté LGBTQ, plus. Ensuite, aussi le financement au niveau si par exemple vous êtes un immigrant. OK? Il y a plein de critères, puis vous pouvez les contacter, là, ils sont super, sont super. Fait que, peuvent donner un coup de main à ce niveau-là. La problématique avec la croissance, c'est que pour être capable de croître, normalement, il faut être capable d'aller faire des investissements dans notre entreprise. OK? Ce qui fait que techniquement, sur papier, des fois, on a des profits. Mais la problématique, c'est que ça ne paraît pas dans le compte de banque. Pourquoi? C'est parce que ces profits-là, on les réinjecte dans notre entreprise, soit en stock. OK? Je vends de l'inventaire, j'achète des nouveaux produits, j'augmente mon niveau d'inventaire et donc mon argent est gelé dans mes produits. OK? Sinon, dans les comptes clients, mes clients vont bien, me payent, je ne sais pas, moi, 45 jours. Ouais, mais 45 jours, je ne sais pas, l'année passée, ça représentait 50 000 piastres. Mais si j'ai fait 200 d'augmentation, c'est peut-être plus 50 000, c'est probablement 150 000. Ça veut dire que mon profit, si j'ai fait 100 000 de profit, il est directement gelé dans mes comptes clients. OK? Donc, c'est la problématique qu'on va avoir. Même chose pour les travaux en cours. Je ne veux pas rentrer dans tes technicalités, mais dans le fond, l'idée, c'est de dire, c'est pas parce que votre entreprise va bien sur papier, on arrive, on fait un bénéfice, c'est super. Par contre, ça se peut qu'au niveau cash flow, ce soit problématique parce que l'argent est gelé. Vous avez acheté vous avez une imprimerie, vous avez acheté un nouvel équipement, vous avez fait l'erreur de ne pas le financer parce que vous disiez, j'avais de l'argent dans le compte de banque. Ben, en fait, ça devient problématique parce que vous allez manquer de liquidité à terme. Principe de base en termes de financement, je finance du court terme avec du court terme, du long terme avec du long terme. Ça veut dire, si j'ai des comptes clients ou des stocks à financer, je vais le financer avec une marge de crédit ou via des paiements avec une carte de crédit. On s'entend, on essaie de ne pas garder de sol, puis tout ça, on est plus avec une marge de crédit. Okay? Donc, court terme avec court terme, long terme avec long terme. Donc, ça veut dire, si j'achète des équipements, si j'achète une bâtisse, je vais aller chercher un financement à la hauteur de. Je vais aller chercher un financement pour être capable d'aller financer ces équipements-là, pour pas que ça touche à mes cash flows, justement. Tout à fait. Puis la dernière chose, l'argent peut être gelé à deux autres places aussi, au niveau des taxes et des impôts. Si je fais un beau bénéfice de 150 000, ben c'est probable que j'ai des taxes à remettre en fin d'année ou en fin de trimestre, en fin de mois, peu importe. Puis je vais avoir aussi de l'impôt. Fait que ça se peut très bien qu'on arrive à la fin, mon compte de banque est à zéro, mais j'ai une effervescence, je trouve que ça va bien, mon niveau de stock monte, puis le gouvernement va venir cogner et dire, ah, OK, ouais, mais tu me dois 15, 20 000 piastres. Ouais, mais j'ai pas fait de profit, j'ai pas touché à ça. Et là, dans le fond, on revient à le deuxième, le deuxième est une des autres problématiques là, qui est liée à ça, c'est l'incompréhension du système au niveau des taxes. Okay? Le système dans lequel on fonctionne au niveau de la comptabilité, il y a deux principes. Il y a la comptabilité de caisse et la comptabilité d'exercice. Ça, c'est une problématique que je vois assez régulièrement. Euh, la problématique est la suivante. Okay? Quand on marche en comptabilité de caisse, ce qu'on dit, c'est quand le client m'a payé, je vais remettre ces taxes-là au gouvernement. Quand moi, je vais payer mes fournisseurs, je vais pouvoir réclamer ces taxes-là au gouvernement. Okay? La problématique, c'est que ce n'est pas le système canadien. Le système canadien est basé sur une base d'exercice. Donc, ce que ça veut dire, c'est si j'émets une facture, mettons que ma fin de mois, c'est le 30 septembre. J'émets une facture le 30 septembre. Okay? Pour 10 000 donc j'ai 1 500 de taxes à remettre sur cette facture-là. Okay? Et que, excuse, j'ai pas le bon, attends. Ouais, 1 500. Euh, puis j'ai un mois pour faire mon rapport de taxes, donc au 31 octobre, mon client ne m'a pas payé. Je dois quand même remettre les taxes de ces factures-là au gouvernement, même si le client ne m'a pas payé. Fait que ça, c'est une incompréhension. Puis l'autre chose, c'est que si vous fonctionnez en comptabilité de caisse, il y a des logiciels comptables, en fait, la plupart des logiciels comptables te permettent de fonctionner en comptabilité de caisse, ou par exemple, si vous gérez carrément avec votre compte de banque, bien, indirectement, vous faites de la comptabilité de caisse. La problématique, c'est que si vous êtes audité, vous n'êtes pas conforme. Et là, il pourrait s'appliquer des pénalités ou ce genre de choses. Okay? C'est bon. Ensuite, au niveau des bonnes pratiques, on va aller un petit peu plus dans le positif. Okay? Positif, dans le fond, si vous voulez partir sur des bonnes bases, voici des éléments qui peuvent être intéressants. Okay? Choix de logiciel, la planification.
Au niveau des logiciels, en fait, je vous recommande d'aller avec une solution qui va être cloud. OK? Pourquoi on irait avec des logiciels qui sont cloud? C'est parce que c'est plus facile de collaborer avec les différentes personnes avec qui on travaille. Évidemment, jour 1, je suis seul dans mon entreprise, je me dis, ben, je collabore avec moi, fait que je peux bien utiliser un logiciel local, c'est pas trop problématique. On est deux, on est trois, j'ai loué un espace. Bon, j'ai une espèce de serveur, les gens sont capables de se connecter à mon système comptable. La problématique, c'est à partir du moment où, par exemple, j'ai quelqu'un qui est sur la route, je veux travailler à partir de la maison, je ne veux pas avoir un accès remote, je veux être capable d'avoir un accès en tant que tel directement à mon logiciel comptable. OK? Ben, en utilisant des logiciels, c'est des logiciels qui ont super bien fonctionné pendant des années. Nous autres, pendant, je dirais, nos 5 premières années, on a utilisé des logiciels qui étaient principalement des logiciels locaux, comme Acomba, Sage. C'était des logiciels qui fonctionnaient très bien et qui fonctionnent encore très bien en réalité. OK? Le gros enjeu, c'est que, par exemple, si j'ai un client avec qui on fait affaire, qui dit, moi, je fais toute ma facturation. Je ne veux pas m'occuper du reste, j'aimerais ça que tu t'en occupes. Mais la problématique, si on a une comptabilité qui est locale, ben, il faut qu'il me donne le backup pour que je puisse être capable de travailler dedans. Il ne faut pas qu'il facture pendant ce temps-là. Ça vient complexifier le travail pour rien. OK? Tandis que si on fonctionne avec, on fonctionne avec un logiciel qui est cloud, beaucoup plus facile de fonctionner comme ça. OK? Euh, deux logiciels cloud qui sont super. Ouais, deux logiciels cloud qui sont super populaires, qui sont beaucoup utilisés. QuickBooks. OK? QuickBooks avait une version qui s'appelait Desktop dans le temps, qui était justement très locale. Ils ont fait un gros virement de situation, un gros revirement de situation, puis en fait, ils ont réussi à développer une version cloud de leur outil. Nous, ce n'est pas celui qu'on préfère. Celui qu'on préfère, c'est Xero, Xero. Xero est un logiciel qui permet un peu plus de flexibilité, un peu plus de profondeur sur l'utilisation de l'outil. Donc, c'est pour ça que nous autres, c'est notre favori, mais QuickBooks reste une bonne solution. Ensuite, dans votre choix de logiciel, choisissez un logiciel qui est efficace. Pas pour votre comptable, pour vous. OK? Si votre comptable vous dit hey, moi, tu sais de quoi, je préfère travailler je préfère travailler avec Acomba. Bien, il n'y a pas de problème. Mais pour vous, souvent, ça ne permettra pas d'aller chercher le niveau que vous voulez avoir. Vous allez pouvoir faire votre facturation dans Excel. Mais après ça, votre comptable va vous facturer pour être capable de rentrer la tenue. Vous allez faire vous-même, vous allez rentrer dans votre système comptable après ça votre facturation. Alors que techniquement, il n'y a pas besoin d'avoir une ressaisie de cette information-là. Donc, on va chercher une efficacité. Il faut que ça vous convienne. Dans le fond, déterminer c'est quoi vos besoins avant de commencer à regarder quel logiciel vous voulez avoir. Okay? Il y en a beaucoup sur le marché. Puis l'autre chose aussi que je peux vous conseiller, c'est compléter votre logiciel avec d'autres logiciels. Okay? C'est particulier, là, mais en fait, déterminez vraiment c'est quoi votre besoin. Par exemple, si vous avez une entreprise qui a un gros inventaire, OK? Je vous confirme, Acomba, Sage, Xero, QuickBooks, ce pas des bons outils de gestion d'inventaire. C'est des logiciels comptables. OK? Par contre, dans le cas de QuickBooks et Xero, ça se connecte avec des logiciels d'inventaire. Donc, trouvez le bon logiciel d'inventaire qui va vous convenir. OK? Puis parce que, par exemple, moi, ce que je fais, c'est de la vente au détail. Je prends une palette de Tide, je vends des bouteilles de Tide individuelles. Ben, mon logiciel de gestion d'inventaire ne sera pas du tout le même que, par exemple, si ce que j'achète, c'est des feuilles de métal de 12 pieds de long, que je découpe, je découpe des morceaux pour être capable de faire des docks d'aération. OK? Il y en a un qui est en gestion vraiment unité, puis il y en a un autre qui est vraiment en mode plus dessin, découpe, optimisation. Ça n'a rien à voir entre ces deux logiciels-là. Fait que c'est super important d'aller chercher des logiciels qui vont bien fonctionner ensemble. C'est pas mal ça. Planification. Là, on tombe un peu dans la bête noire. Les gens détestent, puis même il y avait des gens qui sont issus du milieu de la finance, de la comptabilité, qui à un moment donné, on dit le système de budgétisation, c'est un système qui sert absolument à rien. OK? Le budget, en fait, ce que ça vous permet, c'est de voir venir les problématiques. Souvent, le budget, la première chose qu'on fait, c'est qu'on détermine les ventes. Okay? On dit, selon mes efforts de vente que je suis en train de faire, je vais être capable de, je ne sais pas moi, justement, doubler mon chiffre d'affaires ou augmenter de 20 mon chiffre d'affaires. Bon, mais pour être capable d'augmenter de 20 mon chiffre d'affaires, après ça, je me retourne. Est-ce que j'ai besoin d'augmenter mon équipe? Oui. OK, parfait. Ça veut dire que je vais embaucher.
j'embauche quand? Après ça, je vais dire, est-ce que j'ai besoin d'améliorer mon local? J'ai-tu besoin d'acheter de la machinerie supplémentaire? J'ai-tu besoin d'acheter des ordinateurs pour être capable de travailler à un poste de travail? Est-ce que mon espace convient toujours? Est-ce que je devrais commencer à penser à déménager? OK? Fait que c'est le genre de choses. En fait, la réflexion en tant que telle, le fichier Excel qui sort d'un outil d'un processus de budgétisation, il est bon, mais la réalité, c'est qu'au jour 2, on arrive et on dit OK, bon, on a une super belle opportunité, ce ne sera pas 20% de croissance, c'est 40% de croissance qu'on va avoir parce qu'on a tel client qui nous demande de faire telle chose. Donc, ça va augmenter complètement notre chiffre d'affaires et notre plan d'embauche ne suivra pas. Et ouais, sauf que tu sais que si tu veux augmenter de 20%, tu as déjà déterminé que ça te prenait une personne de plus. Donc là, tu es rendu, tu dis parfait. Je sais c'est quoi mon multiplicateur. Si je vais aller chercher 20%, ça me prend un autre 20%, c'est une autre personne de plus. Puis je sais déjà que mon local peut contenir jusqu'à 4 personnes de plus. Donc, je n'ai pas besoin de faire de move à ce niveau-là. Fait que ce qui est important, c'est pas tant le document en tant que tel. Parce que le document, au jour 1, on ne le respectera pas. Après ça, on peut faire ce qu'on appelle une analyse des écarts. C'est quoi qui s'est passé entre la réalité et mon budget, puis essayer d'expliquer pourquoi. J'ai eu plus de ventes, mon coût des matières premières a augmenté parce que mon fournisseur m'a augmenté de 5% alors que je pensais augmenter seulement de 2%. C'est toutes des choses qu'on est capable de faire. Mais reste que, dans le fond, dans ta planification, dans l'établissement du budget, tu te poses beaucoup de questions qui te permettent après ça d'être beaucoup plus agile. C'est drôle parce qu'en fait, un budget en tant que tel, c'est très calé dans le béton, on ne touche plus, puis on avance avec ça. Tandis qu'en réalité, on veut être beaucoup plus flexible, mais la lecture de toutes les informations qu'on va chercher dans le budget, dans le processus de budgétisation, c'est primordial qu'on va chercher comme information. Comme je disais, ça change constamment au fil du temps. Là, nos hypothèses initiales évoluent. Puis l'autre chose, c'est qu'un un budget nous force à se poser la question, qu'est-ce que je veux pour mon entreprise? Parce qu'en fait, la comptabilité, c'est la représentation du résultat. Mais en fait, si on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, c'est dur de dire si on a bien performé ou pas. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce qu'aujourd'hui, cette année, c'est une année de consolidation? Donc, je veux augmenter mon bénéfice en pourcentage? Ou est-ce que cette année, c'est une année de croissance? Ou est-ce que je me dis, là, on met les bouchées doubles, on investit en marketing, on se casse la tête, on embauche telle personne qui est spécialisée dans tel domaine pour le faire, pour être capable de vraiment être capable d'avoir une croissance et dans 2 ans, peut-être, on sera dans une année de consolidation, on réduira nos coûts, puis on se mettra un peu sur le pilote automatique au niveau de la croissance. Fait que c'est vraiment ces réflexions-là qui viennent avec le processus de budgétisation, notamment, évidemment, ça part d'ailleurs, ça part justement de la vision de votre entreprise, mais c'est super important de faire ce travail-là. All right. Donc, en résumé, les pièges des bonnes pratiques, je disais liquidité. Liquidité, toutes les entreprises passent par une crise de liquidité. Okay? Que ce soit pour différentes raisons, mais en fait, moi, ce que je veux vous mettre de l'avant là-dedans, c'est essayer de voir un peu plus loin que les prochaines semaines, les prochains jours, les prochaines semaines. C'est-à-dire, qu'est-ce qui génère de la liquidité dans mon entreprise? Est-ce que j'ai des actions que je peux faire pour être capable de redresser ma liquidité? Okay? Par exemple, si on revient à ce qu'on avait, si mon argent est gelé dans des stocks, ben, est-ce que j'ai des stocks qui sont rendus désuets, que je devrais mettre en vente plus rapidement? Est-ce que je tiens trop de stocks? Actuellement, si on recule 5 ans en arrière, on parlait au niveau de la gestion des stocks de just-in-time. On voulait juste avoir la bonne quantité pour être capable de produire. Ensuite est arrivée la COVID avec les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Le monde sont un peu plus réticents. On va avoir du stock en main au cas où pour qu'il y ait des problématiques, parce qu'il y en a encore des problématiques d'approvisionnement. Excusez-moi, je vais prendre une gorgée. Euh, donc, les problèmes de liquidité, ça peut venir de partout. Donc, il faut être vigilant à ce niveau-là. Puis, l'autre chose que je peux vous dire, c'est que le meilleur moment pour se financer, c'est quand on n'a pas besoin de financement. OK? Aller chercher du financement, tout va bien, tout roule sur des roulettes, vous avez une marge de 20 000 $. Vous dites, ben, 20 000, c'est assez. Ouais, en fait, non.
contactez votre banquier, dites, je veux 50 000 pièces, je veux 100 000 pièces de marge. Faites les ratios. Une bonne marge de crédit là, pour une entreprise standard, on parle à peu près de 10 du chiffre d'affaires. Donc, si par exemple, j'ai 1 million de chiffre d'affaires, je devrais avoir une marge d'à peu près 10 donc d'à peu près 10 000 excusez, 1 million 100 000, pardon. Fait que c'est ça, c'est critique parce qu'à un moment donné, vous allez avoir un coût, vous n'allez pas venir, vous allez avoir un projet qui va être super intéressant, mais que finalement, un client va vous payer en 75 jours, puis vous n'allez pas être capable de l'absorber. Puis à ce moment-là, ça sera. Puis parce que vous allez avoir utilisé votre argent courant, vous allez être tombé dans la marge de crédit. Vous allez dire, mais je veux augmenter ma marge de 20 000 à 100 000. Oui, mais ta marge de 20 000 est tout le temps à côté. Tu ne me montres pas que tu gères tes finances correctement. Fait que je n'ai pas nécessairement envie de te prêter. C'est un peu. Idéalement, on aimerait ça faire autrement, mais du côté du banquier, c'est sûr que c'est une question de gestion de risque. Est-ce qu'il utilise son crédit en à côté tout le temps? Ben oui, ben je devrais peut-être faire attention un peu là, à comment je le prends. Fait que ça, c'est du point de vue de liquidité. Puis, vous pouvez agir sur votre gestion de liquidité, justement. On parlait des stocks, les comptes clients. Si vous avez des comptes clients, assurez-vous que c'est clair, net et précis. Il y a même des compagnies qui arrivent aujourd'hui qui disent c'est 50% au début du mandat, 50% à la fin du mandat, et on fonctionne avec un paiement préautorisé, dans le sens que c'est moi qui vais se payer dans le compte de banque du client. Okay? Pour être capable d'être sûr d'être payé. Okay? Puis il n'y a pas de bonne raison de ne pas payer ses fournisseurs. Ça, c'est important que vous en parliez avec vos clients. Puis encore là, ça revient à la même chose que ce que je vous disais au début au niveau du pricing. Si vous avez un client qui n'est pas prêt à payer ce que vous déterminez comme valeur, c'est correct. Le client a le droit de faire son choix, mais ça ne veut pas dire que vous devez nécessairement l'accommoder. Fait que c'est un peu la même chose au niveau des comptes fournisseurs. La personne, mais j'ai besoin de payer en 60 jours. Payer en 60 jours, ça devrait être l'exception pure et non pas la règle. Okay? C'est important d'avoir ces conversations-là. Souvent, c'est des conversations on pense qu'ils vont être tough, mais au final, sont relativement simples. Parce qu'on explique, on dit, regarde, moi j'ai engagé des coûts, j'ai payé des salaires pour être capable de rendre mon service. Je t'ai facturé à la fin du mois au lieu de te le facturer au cours du mois parce que je décide de facturer une fois par mois. Ben maintenant, à partir de maintenant, si tu ne payes pas 30 jours, on ne pourra pas continuer à faire affaire ensemble. Souvent, les gens vont accepter. Puis même plus que ça, par expérience, dans des grandes entreprises, il y a des entreprises qui payent que à la demande. Ça veut dire que j'ai une place où est-ce que moi j'ai travaillé, Belle Lurette, là, on avait une liste, un code de couleur pour les fournisseurs. Puis, mettons, je veux dire n'importe quoi, vert, c'était 15 jours. Parce qu'eux autres, ils disaient, si en 15 jours, tu n'as pas payé, on arrête le service. Il y en avait d'autres, c'était 30 jours. Parce qu'ils disaient, eux autres, ils nous demandent de payer 30 jours. Il y a du monde, c'était 45 jours. Il y avait du monde, c'était 60 jours. Puis on avait carrément des comptes qu'on disait, on ne paye pas tant que le client ne nous contacte pas, tant que le fournisseur ne nous contacte pas. C'est pas une bonne pratique, on s'entend, mais c'est une pratique que moi, j'ai vue quand même dans le milieu. Ensuite, gestion de temps. Le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux, que ce soit pour notre entreprise, pour être capable de développer, de mettre nos efforts aux bonnes places, mais aussi pour être capable de décrocher, puis de prendre du temps, puis de ne pas passer son dimanche à faire sa comptabilité alors qu'on déteste ça. Okay? Donc, faites attention à ne pas perdre votre temps à faire des tâches pour lesquelles vous n'avez très peu de plus-value, puis qui vont être très chronophages pour vous. L'autre chose, les logiciels, prenez les logiciels qui vont pouvoir vous aider. Je vous ai parlé rapidement de Xero et de QuickBooks. Je vous suggère aussi de regarder des logiciels comme Dext, DEXT. DEXT, c'est un logiciel qui permet, en fait, c'est un logiciel de gestion documentaire qui a aussi de la reconnaissance de caractère dedans. Ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu de chercher des factures à la fin du mois, quand tu es allé gazer, quand tu es allé au restaurant avec un client, quand tu as pris ton stationnement, tu as eu un billet, ce genre de choses. Okay? En fait, c'est une application sur le téléphone hyper simple. Je passe sur l'application, ça ouvre tout de suite ma caméra, je prends en photo ma facture. Évidemment, là, il y en a qui vont pouvoir dire ouais, mais Drive peut faire ce genre de choses-là, Dropbox peut faire ce genre de choses-là. Oui, sauf qu'il organise l'information. C'est-à-dire qu'il va automatiquement essayer de déterminer c'est qui le fournisseur. Il va essayer de déterminer c'est quoi les montants. Il va déterminer c'est quoi. Si par exemple, vous l'avez déjà traité par le passé, bien, il va dire ouais, mais ça, c'est une facture de stationnement, je le sais, j'en ai déjà vu 100. Donc, il va le classer dans votre compte de stationnement. Donc, c'est vraiment des outils qui vont vous permettre d'améliorer votre quotidien finalement. Parce que tu arrives pour faire ta comptabilité, tu ne dis pas bon, ben là, je vais ramasser tous mes reçus numériques.
tous mes reçus papier que j'ai, parce qu'il y en a plein que je n'ai pas, parce que je n'ai pas pensé de les mettre. Là, tout est centralisé dans une même place. Tout ce qui est papier, dès que je l'ai, je le prends en photo. Tout ce qui est numérique, je le forward vers une adresse dédiée. Tout vient s'organiser pour être capable de faire ma tenue. Puis comme je vous disais, évidemment, votre processus ne devrait pas être en silo. J'ai peut-être pas assez mis l'accent là-dessus. La comptabilité, si on regarde des logiciels de grande entreprise, la comptabilité, c'est un tout dans une chaîne logistique. Quand on rentre un nouveau client, on rentre ses informations, ça s'en va dans la comptabilité. Après ça, on fait une estimée, une soumission. Après ça, ça s'en va dans la comptabilité pour faire la facturation, ce genre de choses-là. Ben, c'est important que, même à petite échelle, c'est hyper possible de se créer une espèce de un logiciel de gestion intégré, là, un ERP. Excuse, en tout cas, le terme n'est pas le bon, mais bref, un logiciel de gestion intégré où est-ce que votre comptabilité, vos ventes, votre facturation, la gestion des stocks, tout ça, tout ne devrait pas être en silo, mais devrait tout être interconnecté. Okay? Donc, cherchez à trouver les bonnes solutions pour être capable de faire cette interconnexion-là. Puis la dernière chose, bonne pratique, faites des planifications. Où est-ce que je m'en vais? Parce qu'en fait, si on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, juste déterminer, par exemple, c'est quoi le type de client que vous voulez avoir. C'est niaiseux, mais après ça, ça te permet de dire, ben, ce client-là, en théorie, c'est une belle opportunité. Mais en fait, ça ne fit pas avec mon plan. Parce que ça va trop me prendre de ressources. Le taux que j'ai demandé, il ne sera pas nécessairement le même. Puis, en fait, ça ne correspondra pas au plan. Là, je parle beaucoup en dehors de la comptabilité pure, mais la réalité, c'est que tout ça, c'est imbriqué. Okay? Si votre processus de planification, avec votre budget, il fonctionne clairement, mais vous allez avoir de la clarté aussi pour votre prise d'action, puis sur votre vision, puis sur la gestion potentielle, la gestion des clients potentiels. Yes. Euh, donc, j'ai jasé beaucoup. J'aimerais ça, en fait, avoir votre feedback, savoir si vous avez des questions. Euh, je devine, en fait, qu'il y a quand même une partie que peut-être qu'il y a des gens qui se disaient, moi, j'aimerais ça être capable de savoir avec André comment faire ma tenue de livre, tout ça. Je ne suis pas allé dans cette direction-là, mais si on a le temps, si vous avez des questions par rapport à ça, ça va me faire plaisir d'y répondre tout de même. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat pour ceux qui voudraient. Et puis sinon, il y a toujours la possibilité d'envoyer ces questions ensuite par courriel aussi qu'on pourra transmettre à André ou sinon lui poser directement si jamais par la suite ou si jamais vous nous écoutez en réécoute sur YouTube ou sur notre site plus tard. N'hésitez pas. Solène, de ton côté, est-ce qu'il y a des choses que tu penses qu'il serait important pour les entrepreneurs qui nous écoutent de soulever, des choses que tu trouverais pertinentes qu'on discute ensemble? Bah écoute, moi j'ai vraiment trouvé ça très clair. J'ai vraiment aimé que tu conseilles aussi sur bah, les différents outils avec lesquels on peut travailler parce que nous, en tant que conseillers, on nous demande souvent justement quels sont les meilleurs outils. Donc voilà, des QuickBooks, même des Dext, etc. C'est intéressant d'avoir ces noms-là pour pouvoir ensuite aller voir un peu plus à quoi ça ressemble et voir si ça peut nous correspondre. Voilà. Mais bah, écoute, de mon côté, j'ai l'impression que tu as fait quand même le tour des questions. J'ai trouvé ça super clair. Mais voilà, si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas encore une fois. Yes. Puis juste je pourrais peut-être faire une petite précision là, parce que je parlais de la compréhension du système de taxes de TPS-TVQ, tout ça. C'est relativement simple, mais tant qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Ok? Fait que je vais vous donner je vais vous donner un peu simplement comment ça fonctionne. Ok? Pour la TPS-TVQ, les entreprises sont des percepteurs. Ok? Donc, on perçoit la taxe pour le gouvernement. On agit on agit au nom du gouvernement. Ok? C'est un peu la même chose pour les retenues à la source, mais le processus est un peu différent. Donc, au niveau des taxes, euh, quand on perçoit la taxe, ok, on perçoit notre TPS-TVQ, je vends pour 1000 de services ou de biens, peu importe, je vais aller chercher un 150 de taxe. Ok? Euh, il y a des entreprises qui vont remettre, c'est un choix qui est possible de faire. Je peux remettre mes taxes une fois par année, je peux remettre mes taxes une fois par année, au trimestre, donc 4 fois par année, ou 12 fois par année, je le fais mensuellement. Souvent, on va recommander aux clients de le faire au trimestre. Pourquoi?
C'est parce que annuel, ça va te. Il est probable que tu ne fasses pas ta journée livre mensuellement ou trimestriellement. Tu vas la faire une fois par année. Donc, tu n'es pas capable de réajuster le tir si finalement tu t'en vas pas dans la bonne direction. OK? L'autre chose, c'est que tu te ramasses avec une balloune de taxes à payer. Si par exemple, tu as 1 million de chiffre d'affaires, ben, ça veut dire que tu as 150 000 de taxes à payer en fin d'année. Puis probablement que tu n'as pas les cash flows. Pour une entreprise qui démarre, qui est en croissance, on n'a pas les cash flows, on n'a pas prévu assez serré cette partie-là. OK? Mensuellement, ça revient trop vite. On est toujours en train de faire notre processus de tenue livre de taxes, de validation, de ci, de ça. C'est trop compliqué. Idéalement, ce qu'on fait, c'est notre tenue livre, on la termine à 98% mensuellement, mais on fait la finalité une fois par trimestre. Ça, c'est vraiment dans le monde idéal. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que euh, si, par exemple, je charge des taxes, je vais chercher 1500 de taxes, puis par exemple, que j'achète un ordinateur pour, je vais mettre 1000 moi, comme entreprise, je vais payer 150 de taxes. OK? Ben, le 150 vient s'appliquer sur le 1500 que je dois au gouvernement. Je sais que pour certains, là, probablement que c'est toutes des choses qui sont acquises, mais je veux juste repartir de cette base-là parce que des fois, les gens ne figurent pas comment ça fonctionne. Puis, et donc, ce que ça veut dire, c'est que si je suis une entreprise qui charge des taxes, OK, si mon entreprise va bien, systématiquement, je vais avoir des taxes à payer. OK? Pourquoi? C'est parce que si j'arrivais kiff-kiff, ça veut dire que j'aurais 1 million de revenus taxables, puis j'aurais 1 million de dépenses taxables. Je n'ai pas fait de bénéfices. J'arrive à la fin d'année, 1 million, j'ai 150 000 de taxes à payer, 150 000 de taxes à recevoir. Donc, on fait un net, on fait notre déclaration d'impôt, notre déclaration de taxes, j'aurais 0 $ à payer. Sauf que je ne suis pas rentable. Ce n'est pas nécessairement mon objectif. Un. Deuxième chose au niveau du rapport de taxes qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des dépenses qui ne sont pas taxables. Notamment, la plus grosse dépense dans nos entreprises aujourd'hui, une des plus grosses dépenses, c'est les salaires. Les salaires, ce n'est pas taxable. OK? Donc, même si, par exemple, j'arrive à la fin d'année, j'ai fait 1 million de chiffre d'affaires, j'ai 1 million de dépenses, mais j'ai 500 000 de salaire, mais je vais quand même avoir pas 150 000 à payer au gouvernement, mais 75 000. Donc, je vais dire, mais je n'ai pas fait de profit. Oui, mais techniquement, tu as touché à cet argent-là parce que dans ta facturation, ce n'est pas 1 million que tu as fait de revenus, c'est 1 million plus 150 000 de taxes que tu as collectées de tes clients. Et là, tu dois remettre un 75 000 au gouvernement. Fait que souvent, ça, il y a une problématique qui est liée à ça. Les gens figurent mal cette partie-là du rapport de taxes. Donc, ça veut dire que je peux être kiff-kiff, je peux pas faire de bénéfices, pas faire de pertes, mais avoir un gros montant à remettre au gouvernement au niveau du rapport de taxes. Puis l'autre chose que je rajouterais, c'est au niveau du gouvernement, on doit payer principalement trois choses. OK? Principalement trois choses. Rapport de taxes, déduction à la source, impôt fédéral provincial. OK? Et dans l'ordre, on devrait payer justement TPS TVQ, déduction à la source, puis impôt. Pourquoi? OK? Le gouvernement nous dit, vous agissez à titre de percepteur de taxes. OK? Donc, si moi je vends pour 1000 pièces de 1000 pièces, je reçois 150 de taxes aussi. Cet argent-là, ce n'est pas le mien. J'agis à titre de percepteur. OK? Et le gouvernement agit en conséquence là-dessus. C'est-à-dire qu'il va dire, c'est pas ton argent, et si tu me le remets pas, je vais être je vais être intransigeant sur les pénalités. De mémoire, là, il y a une gradation, mais on parle de 15 de pénalité. Donc, si par exemple, je dois 1000 pièces de taxes, bien, automatiquement, je vais me passer de 1000 à 1150 plus les intérêts, plus si ce n'est pas la première fois, je peux arriver. En théorie, je pense qu'on peut aller jusqu'à 100 de pénalité. Je ne l'ai jamais vu appliquer. Il faudrait vraiment être délinquant là, pour être dans cette situation-là. Donc, le rapport de taxe, ça devrait être notre priorité comme obligation à payer. Ensuite, déduction à la source. Dans la même optique, ce n'est pas ton argent. Je donne 1000 je te donne 1000 de salaire solide, mais en réalité, je ne te donne pas 1000 je vais te donner 800 il y a un 200 c'est pas mon argent, c'est pas mon argent, c'est la tienne en fait que je dois remettre au gouvernement. C'est tes impôts, c'est ta Régie des rentes du Québec, ce genre de choses-là que je dois remettre au gouvernement. Ben, le gouvernement est intransigeant sur le fait de dire ce n'est pas ton argent. Tu devrais le mettre de côté pour être capable de me le remettre. Okay? Un peu moins que les taxes, mais il est quand même assez dur. L'impôt, on s'entend, là, c'est de l'impôt. L'impôt, c'est vraiment un pourcentage de ton bénéfice.
OK? Donc, ce n'est pas de l'argent que tu as collecté au nom du gouvernement. Ce n'est pas de l'argent que quelqu'un t'a donné, que tu as pris sur un salaire, que tu as pris. C'est vraiment juste le résultat de. Et donc, le gouvernement va être beaucoup plus patient, il va mettre beaucoup moins de pénalités sur un solde d'impôt impayé que, par exemple, sur les déductions à la source ou encore pire pour les TPS-TVQ. Donc, si j'ai une problématique de cash flow, je ne devrais jamais me financer avec le gouvernement. Si j'ai fait mon plan correctement, je devrais me financer avec les banques. OK? Mais si j'ai un choix à faire, je devrais payer en ordre mes TPS-TVQ parce que ça va me nourrir au bout. Puis après ça, je vais pouvoir faire mes déductions à la source, puis après ça, les impôts. Puis pour l'avoir vécu avec certains clients, au niveau des TPS-TVQ, tu fais deux déclarations que tu ne fais pas, le téléphone sonne, si tu ne réponds pas, ils vont aller chercher dans le compte de banque. Tandis que les déductions à la source sont un peu moins agressifs, puis l'impôt corporatif, encore moins. Puis, juste pour, encore là, mettons qu'on est dans le négatif un peu, répondez au gouvernement. OK? Répondez au gouvernement. Les gens sont parlables là-bas. OK? Les gens, c'est des gens comme vous et moi, puis en fait, ils ne veulent pas fermer votre entreprise. Ils veulent que ça marche. Donc, en général, c'est possible de prendre des ententes de paiement. Entente de paiement 12 mois, c'est pratiquement automatique, c'est possible de le faire. Évidemment qu'ils vous chargent des intérêts, mais ça vous permet de vous sortir la tête de l'eau. Ben, faut le faire. J'ai même vu des ententes jusqu'à 5 ans avec le gouvernement. C'est très rare. Puis je ne recommanderais pas nécessairement, parce que si vous avez besoin de financer sur 5 ans vos dettes gouvernementales, ben là, il y a peut-être une question. On va peut-être plus aller voir un syndic pour voir est-ce qu'on ferme la compagnie, est-ce qu'on fait une proposition, ce genre de choses. OK? Ouais, sur ce sujet-là, ça serait pas mal clos. L'autre chose aussi que je veux soulever, c'est qu'aujourd'hui, le contexte pour l'entrepreneuriat est très difficile. OK? À plein de niveaux. Évidemment, comme par le passé, il y a beaucoup d'obligations qui viennent d'un bord et de l'autre. Il faut se conformer à un paquet de règles. Bon. L'autre chose, c'est que tout dépendant des secteurs où est-ce qu'on est, par exemple, on a des clients en restauration, eh ben, ils n'ont pas augmenté assez leur prix. Ils sont arrivés puis ils ont décidé d'absorber une partie de leur augmentation des frais pour l'alimentation, mais au final, c'était pas assez. Puis ils se ramassent dans des situations problématiques. Ben, c'est hyper important qu'on s'adresse à ça. Puis là, il y a beaucoup d'entreprises qui ont touché un prêt de 40 000, de 60 000 en théorie, qui doivent le rembourser d'ici la fin, en fait, techniquement 18 janvier de mémoire. Là. Ça va être problématique pour bien les petites entreprises. Fait que si vous sentez que vous n'êtes pas dans une bonne situation, que c'est compliqué, et tout, j'ai le goût de vous dire, c'est normal. Puis quand on est paralysé dans nos affaires, puis qu'on se dit, je ne sais pas de quel bord le prendre, puis je me sens mal, puis je ne suis pas bien avec ma business, puis je pense que je devrais, hein, souvent, c'est parce qu'on est dans l'inconnu. Okay? Il nous manque de l'information pour prendre la prise de décision éclairée. Mais prenez un pas de recul, regardez c'est quoi vos options, au lieu de vous dire, ben là, j'ai des TPS en retard, puis j'ai mon prêt de 40 000 qui va être échu, là, tombez en mode solution. Comment je suis capable de financer ça? Est-ce que je suis capable de financer ça? Est-ce que je fais un état de ma situation? Est-ce que je contacte un syndic pour être capable d'avoir la discussion? OK? Ben, c'est le genre de choses qui est super important à prendre en main. Il ne faut pas mettre ça en dessous du tapis. C'est important de prendre le temps de réfléchir à ces enjeux-là, puis après ça, de se lancer. Yes. Merci beaucoup, André. C'était vraiment très enrichissant, très clair. Je pense que on n'a même pas de questions, donc c'est que ça devait être vraiment limpide. Donc merci. Où est-ce qu'on peut rediriger les gens qui voudraient te contacter? Est-ce que directement sur votre site peut-être? Oui, effectivement, directement sur le site web, ça peut être une bonne idée. Donc, decimo.ca peuvent nous contacter pour quelques questions que ce soit. Puis si jamais, ouais, ça, je vous recommanderais decimo.ca. Je pense que ça pourrait être une bonne, un bon départ. Puis l'autre chose, je vous ferai suivre, quoi que le PowerPoint, c'est beaucoup plus du point form, là, mais de toute façon, vous avez accès à l'enregistrement. Fait que je C'est pense pas ça. que le PowerPoint soit vraiment nécessaire. On va partager l'enregistrement dans la journée par courriel. Donc voilà, vous pourrez réécouter cette belle formation rapidement. En tout cas, encore un grand merci à tous les participants et puis à toi, André, et à bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.